C'est toujours un exercice délicat que de s'attaquer à un titre encensé par la presse internationale et déjà adulé par de nombreux joueurs qui confondent l'ambition d'un jeu et ses qualités intrinsèques. Mais derrière ce vent de folie, autour de Heavy Rain, se cache une once de prétention assez désagréable. On incarne donc Ethan Mars, jeune architecte trentenaire, père de deux enfants, vivant avec une femme parfaite qui en plus fait les courses et la cuisine. Il a une grande maison sur deux étages avec un immense d'argent dans une banlieue assez riche. Le bonheur idéal, cliché mais idéal. Venant d'une société française, on aurait apprécié un background légèrement plus nuancé, mais passons. Difficile d'emblée de s'identifier au personnage, à moins d'avoir sa vie. Mais comme pour contrer cette image bourgeoise, David Cage nous offre comme premier plan le réveil d'Ethan en caleçon noir sur son lit. Ainsi, on se sent plus intime, plus proche. La scène d'introduction fait office de tutoriel et est très directe. Le gameplay se résume uniquement à des QTE. Ces QTE se déplacent autour des personnages, ce qui ne favorise pas la lecture et la réflexion, puisque si la décision tarde, le jeu en sélectionne une lui-même, ce qui est particulièrement frustrant. Ce choix s'explique par la volonté du game designer de vouloir immerger le joueur en plaçant une action contextuelle pour un peu tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi parce que, vous comprenez, c'est ringard de gérer un inventaire comme à l'époque des point and click, de conduire sa voiture ou tout simplement de vouloir courir. Pour se sécher les cheveux, on bougera donc le pas de droite à gauche pour prendre un objet, ouvrir une porte, s'asseoir, il faudra pousser le stick, etc. Parfois le faire délicatement et parfois non. Voilà toute l'essence ludique du jeu, aussi triste que le jeu. Passé les premières minutes, on comprend vite que le bonheur n'est évidemment qu'éphémère, et petit à petit arrive l'accumulation de drames, quitte à en faire même un peu trop. La suite du prologue se déroule au centre commercial, et que se passe-t-il? Ethan perd son premier fils dans la foule. C'est la panique. Le père et l'enfant sont noyés dans cette masse de gens, à croire que le centre n'ouvre qu'un jour dans la semaine. Notre héros n'hésitera pas à pousser tout le monde à la manière d'Altaïr, mais en moins virulent, ce qui donne l'occasion d'être fréquemment bloqué contre les PNJ. Apparemment, Jason, le fils perdu, n'a vraisemblablement pas été éduqué au danger urbain et prend l'initiative malheureuse de traverser. Ethan arrive sur le fil et tente de le sauver, mais en vain. Étrangement, c'est lui qui est le premier à être percuté par la voiture en sauvant son fils, mais c'est tout de même l'enfant qui meurt. Le couple divorce et c'est le début de l'enfer pour Ethan qui pourtant avait une belle situation et semble avoir perdu son travail puisqu'il vit que dans un taudis désormais, mais avec une belle télé pour mettre en valeur les courts-métrages diffusés. Le père, soucieux d'épanouir encore son dernier fils malgré le dame qu'ils vivent, l'emmène dans un parc pour le divertir et là, seconde catastrophe. Ethan perd son fils. On apprendra par la suite que c'est dû à une absence. Et le thriller commence enfin à se mettre en place. Il semble que le tueur ne s'en prenne qu'aux enfants, avec un signe particulier, les origamis, ces représentations géométriques d'animaux en papier. Nous contrôlons trois autres personnages en plus d'Ethan, ce qui en soi est une excellente idée narrative. Cela nous permet de mieux apprécier l'histoire sous différents points de vue. Ethan Mars, notre héros, Madison Page, donc belle journaliste, Norman Jaden, agent du FBI, et Scott Shelby, détective privé. Tous concernés de près ou de loin par l'affaire du tueur aux origamis. Mais si la modélisation de certaines personnes est absolument saisissante, on déplore vraiment le manque d'expression sur la plupart des visages. Ils regardent dans le vide et leur regard ne laisse rien transparaître. Ils peinent à véhiculer une quelconque émotion, comme si nous avions des robots en face de nous, s'en remettant presque à la musique, de qualité certes, mais placée un peu n'importe comment pour toucher le joueur. Si un sort particulier était apporté à l'ambiance, il en va de même pour les personnages dont les traumas font partie intégrante du titre. Ainsi, notre architecte de service subira des crises d'agoraphobie faisant écho à Body Double ou Vertigo, dont une assez marquante dans une gare sortie de Blahout ou d'Arc-à-Sable. Comme si cela ne suffisait pas, il est victime d'absence tel le héros de The Machinist et se retrouve téléporté dans des endroits sans se souvenir de ce qui s'est passé auparavant. Le flic du FBI est accro à une substance illicite et se réfugie derrière des lunettes high-tech, qui l'enfilent mieux encore que Horatio Kane donc dans les experts Miami, grâce auxquels donc, il peut manipuler virtuellement les preuves, comme dans Minority Report. Des inévitables hallucinations, dont l'intervention d'un Batman sorti de Shining, et Crise ne vont pas tarder à parasiter l'enquête. Le détective privé, quant à lui, est seul et à moitié alcoolique comme dans 90% des films noirs. Le photographe, quant à elle, est harcelé par des cauchemars récurrents et n'arrive plus à dormir.
Une cascade d'emmerde donc qui permet d'épaissir la sauce et de s'attacher à ses personnages, tout sauf parfait. Malheureusement, Quantic Dream a développé ce qu'on appelle un jeu vidéo, ce qui sous-entend une partie ludique importante. Que la narration prenne le dessus ne dérange absolument pas, mais qu'elle mange intégralement tout plaisir de jeu, là non. Il n'y a pas incompatibilité entre les deux. Ce n'est pas parce qu'un jeu est réellement plaisant à jouer que ça va obstruer ses qualités scénaristiques. C'est en ça que le titre de Cage est prétentieux. Critiquer à plusieurs reprises le jeu vidéo en le réduisant à sa plus simple expression, c'est oser. Dans un jeu, on n'est pas obligé de tirer, de conduire une voiture, de tuer des gens, on peut aussi ressentir des émotions, comme donc disait David Cage. Mais ce ne serait pas rendre justice au jeu que de ne pas citer ses grandes qualités. Car Heavy Rain est tout de même un jeu soigné sur plusieurs points. Pour la première fois dans le jeu vidéo de cette envergure, les acteurs virtuels sont modélisés à partir d'acteurs réels, qui s'occupent aussi du doublage original. Le résultat est plus que surprenant. Sam Douglas, qui joue Scott Shelby, est saisissant de réalisme. C'est apparemment un des seuls à avoir subi un traitement particulier. Les actions contextuelles ne manquent pas. Les angles de caméra sont bien choisis. Le split screen fait toujours son petit effet à certains moments. Les animations sont crédibles. Bref, l'ambiance est présente. Le scénario est de qualité, l'intrigue est bien menée, les rebondissements aussi. On peut dire qu'on a enfin à manger sur ce point précis, surtout quand on nage en pleine niaiserie abyssale aujourd'hui. Bien qu'il soit pourvu de quelques incohérences inexplicables, connaître le fin mot de l'histoire est finalement l'unique motivation qui raccroche le joueur à sa manette. Et aujourd'hui, c'est suffisamment rare pour être signalé. Mais paradoxalement, jamais un joueur n'a été à la fois aussi impliqué, mais aussi peu concerné. Je m'explique. Les décisions importantes que prend le joueur se sentent vraiment. On est conscient de leur impact. Les game over n'existent pas quand un personnage meurt, l'histoire continue. Mais pour autant, perdre un protagoniste en plein jeu ne déclenchera au mieux que le regret de ne pas pouvoir jouer ses chapitres et voir la suite de son scénario. En voir certains se lier au cours de l'aventure, provoquant un peu d'indifférence, comme si l'histoire était de toute manière écrite, pour que quelle que soit la décision, certaines scènes peuvent se produire. Tout ceci fait bénéficier au titre de Quantic Dream une replay value importante, mais qui ne sert finalement pas le jeu. Il vaut mieux rester dans l'illusion de la première partie, puisque dans une seconde fois, quand on a terminé le jeu, on voit clairement toutes les ficelles, et on se rend compte que certaines décisions n'avaient finalement des répercussions infimes dans le scénario, ou encore de voir certains embranchements subtilement rattachés. C'est dommage de voir que les choix du joueur sont finalement ceux qu'on lui impose. Choisir entre une issue triste et une malheureuse, c'est un peu la même chose. Alors, que penser de Heavy Rain? Ni jeu, ni film, ni les deux. Bien au contraire, s'il peut effectivement montrer que le jeu vidéo c'est quelque chose de plus profond que l'image perverse qu'on tend facilement à lui donner, c'est positif. Mais pour le coup, n'associer le jeu vidéo à que de la narration et oublier tout ce qui s'est fait avant, c'est dans le mur. Il y a eu de nombreux titres importants et incroyablement influents dans le domaine, entre autres les travaux de la team ICO par exemple. Donc, c'est vraiment la première, c'est vraiment la première fois que je découvre un jeu de David Cage et je me demande donc que donne le reste de son œuvre. Et c'est pour ça que je compte en faire un autre, Beyond Two Souls, pour voir après si on est toujours dans le même registre ou il y a vraiment eu de l'amélioration. Donc voilà pour ma critique et je vous dis à la semaine prochaine.